Bonjour, donc moi je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ces modalités. Donc, je vais trop vite. Hop. Donc effectivement, il y a trois terrains d'enquête à la fois territorial et territoriaux, hein, puisque il y a eu un premier terrain avec les courtiers d'assurance dans les agglomérations de Paris et de Lyon. Un terrain sur le cinéma d'animation et le jeu vidéo à Angoulême, et le troisième dans la région Hauts-de-France, à Lens et Ornain, dans le bâtiment. Voilà, donc trois terrains qui sont assez contrastés en termes d'enjeux de développement des compétences, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et ce qui, on le verra, est toujours relié à la stratégie de l'entreprise. Hein. Dans les petites entreprises, c'est très très connecté aux stratégies d'entreprise. À savoir, déjà dans le courtage d'assurance, on a une double problématique avec une révolution du numérique qui fait que l'assurance en plus en ligne, hein, sur Internet. Et donc, les courtiers d'assurance qui sont des intermédiaires plus agences, hein, en face à face, sont amenés à se repositionner par rapport à cette vente en canal. Alors, donc ça, c'est un des points, donc avec des stratégies de développement, justement, de diversification des manières de vendre, soit par Internet, téléphone, etc. Donc, c'est une possible. Et alors, il y a un deuxième aspect important, un deuxième enjeu important pour cette branche, c'est le renouvellement des générations, puisque c'est une branche qui, alors c'est une branche de grande stabilité d'emploi. Hein. On parle de marché interne du travail, c'est parfaitement adapté à l'assurance et entre autres au métier d'assurance. Et donc, alors, à la fois, il y a des salariés un petit peu âgés dont une partie part à la retraite et une autre partie reste, mais doit s'adapter, hein, aux nouvelles technologies, entre autres. Et également, il y a un renouvellement des dirigeants qui, alors une reprise d'entreprise qui est des reprises nombreuses et des dirigeants qui font évoluer les pratiques RH et gestion de la formation dans leur entreprise, donc qui modernisent généralement. Donc voilà, donc ça c'est un des premiers aspects, avec du coup une mixité aussi des populations chez les courtiers d'assurance, puisqu'il y a un fort recrutement de jeunes pour à la fois compenser les départs et puis porter les nouvelles stratégies d'entreprise aussi. Et ces jeunes sont souvent recrutés en alternance également, ce qui permet de projet, d'essayer d'impliquer aussi les salariés plus anciens ces évolutions de compétences. Voilà, donc on va y revenir bien sûr par la suite. Je vais passer au secteur suivant. Voilà. Un autre secteur tout à fait différent, les startups du numérique. Donc là, on s'intéresse au cinéma d'animation et aux jeux vidéo, comme tout à l'heure. C'est un univers de petites entreprises high-tech, hein, et avec une population totalement contrastée par rapport à l'assurance, c'est-à-dire que ce sont des gens très jeunes. Quand on a 35 ans là-bas, on est vraiment un ancien déjà. Bon. Et donc des gens très jeunes et très mobiles. Donc ce sont des personnes qui souhaitent pas forcément se stabiliser dans l'entreprise. Et là, typiquement, qui prennent l'entreprise, la petite entreprise, comme un lieu d'apprentissage en tant que tel, par l'expérience. Et donc, voilà. Donc, du côté des salariés, ça se passe comme ça. Et, ils envisagent leur parcours avec une succession d'expériences dans différentes entreprises, éventuellement à l'international. Et ils envisagent leur manière de travailler comme une sorte d'œuvre un petit peu personnelle, ce qu'on retrouve dans pas mal de secteurs du numérique. On parle de hackers, parfois il y a eu d'autres travaux sur ces profils-là. Donc avec une volonté, ce qu'on appelle ce petit génie, hein, entre guillemets, de bouger beaucoup et à terme peut-être de créer une start-up, leur entreprise de jeux vidéo, etc. Donc voilà, et du côté des employeurs, ça se traduit par de fortes préoccupations en matière de gestion des ressources humaines.
puisqu'il s'agit d'essayer de fidéliser ces personnes. Hein, de les fidéliser, ils ont beaucoup de mal à fidéliser des gens au-delà d'un projet, sachant que les projets durent quelques mois. Hein. Et également, ils ont beaucoup de mal à faire monter des personnes pour devenir manager, puisque ce sont des fonctions qui n'intéressent pas forcément ces personnes. Ils sont plutôt orientés à l'amélioration de leur technologie plutôt que de devenir manager. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, les formations en management, c'est à peu près la seule chose en termes de stage qui puisse intéresser ces entreprises. Voilà pour ce secteur, également dans le cadre du développement ultérieur. Donc, le troisième secteur, donc le BTP, c'est un secteur un secteur structuré par le compagnonnage depuis bien longtemps, hein, puisque c'est un secteur traditionnel, et qui à la fois est confronté à une urgence en termes d'adaptation des pratiques professionnelles pour assurer la rénovation énergétique des bâtiments. Vous savez qu'il y a de forts engagements en termes de rénovation des bâtiments. C'est un désengagement qui évolue régulièrement, mais qui date déjà de plus de 10 ans, hein, au niveau européen et français, et qui se traduit par une vigilance justement à prendre ce virage, à former les professionnels du bâtiment pour qu'ils améliorent leur pratique et que ça débouche sur des bâtiments moins énergivores. Donc, en fait, le principal objectif pédagogique, en réalité, lié à ça, c'est d'atteindre une meilleure coopération avec les corps d'État sur un chantier de rénovation énergétique. Voilà. En termes, eh bien, en fait, ça se traduit par quelques salariés qui sont fixes dans les entreprises et puis qui sont plutôt recrutés pour des chantiers qui se font en intérim ou en CDD. Et des salariés, contrairement aux jeux vidéo, au cinéma, d'animation, ces personnes cherchent plutôt à obtenir, en tout cas dans le contexte actuel, cherchent plutôt à obtenir un CDD. Et donc, ils multiplient un peu les CDD avant d'obtenir un CDD dans une entreprise. Voilà, donc voilà pour la présentation générale de ces trois secteurs et avec leurs enjeux. Donc, maintenant, on va revenir un petit peu sur les enseignements de l'étude. On a trouvé 5 points principaux. Donc, d'une part, comme on vient de le voir, la multiplicité des de formation, de sécurisation des parcours. On va y revenir. Ensuite, la mutualisation interentreprise, c'est un point qui nous a été mentionné régulièrement, c'est-à-dire que surtout du côté des employeurs, d'ailleurs, ils ont besoin de déléguer la fonction ressources humaines et plus particulièrement la fonction formation à leur branche professionnelle ou à d'autres branches qui peuvent avoir ce rôle de manière interentreprise. Un troisième point, ce sont les des pratiques technologiques et des alliances. On va le voir, c'est vraiment une volonté du côté des employeurs et des salariés. Ensuite, on a le quatrième point, une meilleure sécurisation des parcours professionnels, effectivement, avec du coup une préoccupation de la consolidation des compétences pour permettre cette évolution régulière, ce changement de temps en temps aussi, et en tout cas ces changements d'entreprise, quasiment la totalité des salariés maintenant, que ce soit plus ou moins fréquent selon les secteurs. Et le cinquième point, une pluralité de moyens de développer les compétences, on va y revenir également, puisque ces moyens se diversifient, notamment avec le numérique, et ces moyens se poursuivent également dans une direction qui va être peut-être plus en accord avec les petites entreprises, on va le voir par la suite. Voilà, pour ce constat général des études. On va revenir un petit peu sur chacun de ces
ces points à partir de là. Donc, alors, une multiplicité d'enjeux, ça recoupe un petit peu les points suivants, mais on a l'enjeu de recrutement, on l'a vu notamment dans le jeu vidéo, c'est un jeu très fort. Hein, ensuite, on a l'accompagnement, alors l'accompagnement des mobilités des salariés, mais c'est l'accompagnement de la croissance des entreprises ou de l'adaptation des entreprises. On l'a vu aussi bien pour les jeux vidéo et l'assurance tout à l'heure, l'assurance qui s'adapte aux grandes évolutions et les startups numériques qui ont besoin de pouvoir grandir en fait et qui sont confrontés à un frein en fait, de leurs problèmes de recrutement. Et puis on a la nécessité de s'adapter aux grandes évolutions socio-économiques que sont par exemple la révolution, la révolution numérique ou les réformes écologiques. Voilà. Donc voilà, ça a un besoin d'accompagnement ajusté selon les cas. Donc, après les enjeux, donc j'ai au point de la mutualisation des fonctions RH qui est très, très fortement souhaitée au sein des petites entreprises pour rencontrer notamment les dirigeants. Donc déjà, il faut noter que les questions RH viennent toujours par la stratégie des petites entreprises. Uniquement après qu'elles aient engagé une question, qu'elles se posent la question de comment on va former les salariés, ou comment il faut recruter, et donc comment on va former une nouvelle personne recrutée. Et puis un autre point qu'il est intéressant de mentionner à ce stade, c'est le fait que le conseil et la formation aux dirigeants sont une étape indispensable. Voilà, je vais revenir à ces points. Voilà, les dirigeants des TPME sont un public de formation intermédiaire en fait, en direction des salariés. Donc, la mutualisation des fonctions RH. Donc déjà, par exemple, on peut citer quelques exemples relevés dans l'étude. Dans l'assurance, on a un dispositif qui s'appelle Identité Courtage, qui permet d'assurer l'intégralité de l'ingénierie, de la mise en œuvre et du financement des formations avec bien sûr la présentation de coûts. Dans le transport et la logistique, on voit qu'il y a un fort développement aux entreprises en matière de recrutement. La formation venant en deuxième lieu, en fait, pour accompagner ces recrutements. Voilà. Ensuite, la sensibilisation des dirigeants. Eh bien, on a des gens qui, justement, dans le BTP, expliquaient comment ils assuraient la formation en interne et c'est une généralité, hein, dans le BTP notamment, mais dans énormément de petites entreprises, dans les 3 secteurs que visités en tout cas. Donc le dirigeant participe à une formation, à des séminaires, fait une veille technologique, par exemple sur la rénovation énergétique, et assure lui-même la déclinaison de cette formation en direction de. Donc ça, c'est la formation interne qui n'est pas financée en réalité, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Et donc en termes de défense des droits des salariés, c'est un petit peu gênant parce qu'on manque de statistiques. Voilà, donc j'essaye d'accélérer un petit peu parce que passe. La pédagogie opérationnelle, donc c'est un autre point de l'étude, donc c'est un aspect très important. Donc les salariés eux-mêmes réclament un accès immédiat et une opérationnalité forte des acquis. Hein. Voilà, et également les dirigeants s'intéressent bien sûr éventuellement à un financement, mais en disant que parfois c'est à la limite plus simple de financer un petit stage en ligne, un petit stage, c'est même pas un stage, un petit e-learning qui va coûter pas cher et voilà, on envoie le fait et pas besoin de passer par un coût, par une tracasserie administrative, etc. Et là aussi, un problème de traçabilité. Ouais. Donc, en fait, ces 2 points sont favorables, on peut le citer au passage, à la co-construction des CPF, hein, entreprise et salariés, à la formation à distance et à la FEST également, sur laquelle on reviendra rapidement tout à l'heure.
Donc, une pédagogie opérationnelle et des technologies au sein de l'entreprise, eh bien, ça peut s'illustrer par le fait que les dirigeants et les salariés recherchent une information plus innovante. Donc, pour ce qui est de l'animation 3D, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que les stages proposés sont forcément en retard sur la technologie. Finalement, donc c'est pour ça que les techniciens sont en veille permanente sur Internet et trouvent des tutoriels sur les logiciels les plus pointus. Parfois, ils ont besoin quand même d'une formation pointue sur un logiciel, mais même les experts de la formation que nous avons montré, la formation en jeux vidéo notamment, ça compte qu'en fait, ça n'est pas possible parce que les experts, lorsqu'ils développent des programmes, ils sont pris sur le développement et ils ne peuvent pas faire de formation. Il y a un d'éléments un peu compliqués qui fait que, en réalité, c'est le partenariat entre l'enseignement, la recherche et les entreprises qui permet à tout ce monde de se former en auto-formation aussi, hein, également de se rencontrer, de faire des échanges entre pairs, que ce soit à distance ou en présentiel dans des séminaires, et en fait, un développement des compétences qui va plus vite que la formation professionnelle. C'est important de le pointer. Du côté du BTP, pourtant, ça est censé aller moins. Et les dirigeants, par exemple, estiment que leurs techniciens sont plus pointus que les. Donc, quand on a une formation, on va y revenir tout à l'heure, sur des techniques de rénovation, eh bien, il a intérêt à démontrer une expertise aussi bien aux compagnons qu'aux dirigeants d'entreprise. Donc, je passe un petit peu. Voilà. En ce qui concerne, voilà, donc je le disais juste à présent, les échanges entre un expert et un expert sont importants. Les échanges entre eux sont reconnus comme importants par tout le monde, que ce soit en présentiel ou à distance. Hein, ça c'est entre-temps, ça s'est beaucoup développé en distance, mais même en 2019, les personnes qu'on avait interviewées étaient intéressées par la formation en ligne, notamment parce que pour une entreprise qui a une seule personne à un poste, c'est la seule solution, enfin, si on ne veut pas se trop loin, on n'a pas forcément de faire, c'est la seule solution pour échanger avec des pairs et l'apport d'un formateur en même temps. Donc là, je repense à l'assurance, où c'était le cas aussi. Et bien sûr, on peut reciter effectivement dans la technologie les échanges entre pairs, mais ça, je n'en parle. Voilà. Donc, on a également un autre point qui est très important hein, dans le cadre des réformes un peu de la formation récente, qui est la sécurité des parcours, hein, avec la nécessité d'anticiper et d'accompagner en amont. Voilà. En ce qui concerne, je le dis en passant, en ce qui concerne les petites entreprises, l'apport d'un regard externe peut être important, puisque les petites entreprises sont un petit peu le nez dans le guidon, entre guillemets, sur l'activité, la stratégie, etc. Donc, et des outils qui sont pensés en ce sens, avec la formation en cycle de travail, allégé par bloc de compétences pour faciliter un accès à la certification d'un plus grand nombre de personnes. Le conseil en évolution professionnelle, voilà, qui ambitionne d'améliorer, de démocratiser justement cet accès au développement des compétences et à la sécurisation des parcours. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans des verbatims de l'entreprise, donc on a rencontré un électricien confirmé qui a suivi un module de formation intégré au travail sur le chantier de rénovation énergétique avec des plaquistes. Donc en fait, c'est un dispositif très intéressant qui préfigurait la formation en situation de travail qui se lance actuellement, hein, de 2018. Et donc c'est un dispositif dans lequel les formateurs sont sur le chantier, au pied du chantier, comme on dit, entre guillemets. Ils sont dans un local temporaire au pied du chantier et ils vont faire des démonstrations de techniques de rénovation énergétique des bâtiments avec des techniciens de différents corps
lui, cet électricien confirmé, il était avec des plaquistes sur son lieu d'expérimentation à voir comment on peut articuler le fait de passer des fils électriques et puis de faire l'isolation en même temps, enfin plutôt successivement, sachant que souvent ils se succèdent sans se parler. Hein. Et là, dans ce cadre-là, eh bien, ils reconnaissent que ça permet d'échanger, de mieux comprendre, de mieux expliquer, et donc d'arriver à, à ce qu'on espère pour ces chantiers de rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on évite le fait qu'il n'y ait pas de coordination, qui fait que finalement les techniques de rénovation ne collent pas, enfin ne prennent pas forcément sur les chantiers. Voilà. Donc voilà, la coopération est améliorée par ce système et du coup, eh bien, la FES qui arrivait était un moyen d'amplifier encore ce phénomène avec aussi des financements, bien sûr. Voilà. Évidemment, dans la sécurisation des parcours, eh bien, dans l'assurance, on a eu le cas de salariés, comme je le disais, puisqu'ils sont confrontés à des jeunes qui arrivent avec une expérience sur la nouvelle technologie, etc. Eh bien, des personnes qui ont peur aussi d'être en décalage en niveau de qualification, puisqu'il y a un décalage de niveau important. Je citerai le cas de Sandrine qui a entrepris une VAE pour valider un diplôme, un BTS, et qui justement est un petit peu en difficulté. Et là, on attend peut-être en suggestion d'amélioration pour qu'elle soit plus accessible à des gens ayant son profil, plutôt un niveau bac, et qui ont besoin d'évoluer rapidement. Ce sont des experts dans leur secteur hein, de l'assurance. Voilà, des experts pointus, mais avec une dimension qui n'est pas académique. Voilà. Donc, également, j'aborde le conseil en évolution professionnelle, mais peut-être qu'on abordera davantage tout à l'heure dans le cadre des questions et interventions ultérieures. Donc, le conseil en évolution professionnelle, il est peu connu dans les petites entreprises qu'on a rencontrées, déjà. Il intéresse, notamment une dirigeante qui disait moi, ça aurait pu m'aider avant, parce qu'il y avait des salariés qui avaient besoin qu'on prenne du recul sur leur parcours, d'être accompagnés pour éviter d'attendre un petit peu le dernier moment pour se retrouver au chômage, etc. Et cette préoccupation, elle est également bien sûr chez les conseillers CEP. Donc j'ai rencontré une conseillère CEP qui me dit, qui m'a donné quelques exemples qui apparaissent sur le diaporama, qui sont des exemples un petit peu, qui sont pris un peu tard en réalité. Elle regrettait qu'on n'ait pas pu détecter ces problèmes plus tôt pour des situations qui se dégradent, des mises au placard, etc., qui sont quand même préjudiciables à un parcours professionnel. Donc voilà, un éventail de mesures. Le conseil en stratégie et en ressources en direction des entreprises, des petites entreprises, la sensibilisation des chefs d'entreprise, des managers avant, en préalable à la fois au développement des compétences des salariés, le recrutement en alternance des jeunes et des adultes en reconversion, le recours au conseil en évolution professionnelle, relaye le bien, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ensemble. La mobilisation du CPF dans une optique un peu plus de co-construction qui permet de coller plus aux besoins pratiques, comme le souhaitent apparemment tant les salariés que les dirigeants. Le co-développement des compétences dans le cadre de formation intégrée, tutorat, etc. Des méthodes pédagogiques plus innovantes telles que la formation à distance, la formation en situation de travail, donc la FEST, les classes virtuelles, etc. La reconnaissance, enfin, des compétences, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises, qui peuvent être intéressées par un affichage en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai oublié de mentionner que dans le cadre du chantier de rénovation énergétique, on est dans l'appel d'offres public et qui exige aussi cette référence à cette application. Donc, en gros, je crois que je vais peut-être rester sur cette diapositive si vous le souhaitez pour qu'on soit dans les temps. Sinon, on peut juste
conclure avec quelques points. Donc, en fait, je crois que ce qu'on a retenu dans l'étude, c'est qu'il était très important de saisir les opportunités de la loi de 2018, notamment qui ouvre l'action de formation qui devient un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, mais qui peut combiner différents modes pédagogiques dans le cadre d'un parcours, donc aussi bien AFES, plus formation à distance, plus stage sur certains points, etc. Et qui assouplit les conditions et les modalités, donc, et aussi les financements, et donc qui permet de mieux connaître, je vais y venir, la manière dont on développe les compétences dans les petites entreprises, puisqu'on se rapproche de cette culture de l'apprentissage permanent en situation de travail, en fait. Et puis, donc, le fait que le développement de ces nouveaux droits introduits par les réformes requiert une vigilance sur la qualité de la formation et sur l'enjeu de validation des compétences, une vigilance des négociateurs de branche et d'entreprise, puisque avec la FEST en particulier, on peut avoir quelque chose de super, mais aussi une dégradation de la qualité. Et pareil, avec le développement, la généralisation des certifications, de la manière de certifier, il faut être vigilant à ce qu'on ne certifie pas à tort et à travers et que ça dévalorise finalement la sortie de la certification. Voilà. Il y avait un tout point, mais je vais dire vraiment sur comment assurer une certaine traçabilité pour voir si l'égalité d'accès s'améliore. C'est pas évident qu'il faut réfléchir ensemble au niveau des syndicats notamment, sur la manière dont on peut savoir voir c'est plus difficile d'opérer un salarié qui fait des formations qu'une personne qui est en stage. Et donc, pour tout ce qui échappe au financement de la formation notamment, comment on fait pour qu'il y ait une sorte de déclaratif, je ne sais pas, ou qu'il y ait un relais assuré par des représentants syndicaux. C'est enfin tout un champ est possible pour veiller à ce développement du bassin de droit. Merci Emmanuel. Le spectre est assez large et puis c'est intéressant, c'est de voir des trois secteurs différents. Et puis on voit bien cette mise en tension entre le besoin pour les petites entreprises de se développer dans leur stratégie professionnelle et la mise en tension avec les besoins individuels ou personnels. Dans certains métiers, parfois les experts, vous disiez les ingénieurs sont plus développent des compétences plus rapidement que l'offre de formation. Et je vous pose la question à tous les trois et puis aussi à Fabien qui pourrait revenir sur le rôle d'un collecteur, d'un OPCO. Voilà, moi je suis salarié du TPE, je voudrais bien avancer un peu parce que ce qui est passionnant dans une petite boîte, c'est qu'on est tout est à vif, on est polyvalent, mais en même temps on a envie de creuser un peu sa technicité, on a envie d'être épaulé pour monter en responsabilité, pour vous le disiez, pour accéder non pas à des postes mais à des charges de management. Comment je fais parce que mon patron, je le vois tous les jours. Comment je fais? Je ne peux pas non plus faire mon projet complètement à l'extérieur ni complètement à l'intérieur parce que j'ai pas accès j'ai pas de DRH, j'ai pas de RH dans mon équipe, ça n'existe pas. Tout ça se construit de façon un peu empirique, y compris avec des représentants syndicaux. Je veux quoi? Je vais à l'OPCO, je vais à l'APEC. Comment je fais concrètement, et puis aussi comment est-ce que je vends à mon patron qu'au fond on sent bien que dans l'esprit de la réforme c'est de favoriser la formation en situation de travail, vous avez cité le mot AFEST, et c'est tout à fait le point de mire pour les TPE. Alors moi je veux bien compléter toute la présentation d'Emmanuel. Donc pour revenir quand même à la base et à la philosophie aussi de cette réforme, il ne faut pas oublier quand même qu'on a vécu une période où on avait des OPCA
qui étaient en fait des collecteurs, enfin c'était des organismes de branches qui étaient collecteurs de tout l'argent qui était mis sur la table par les entreprises pour financer la formation. Et c'est elles qui fléchaient individuellement, qui réfléchaient derrière individuellement l'argent de cette formation. Le législateur, en faisant sa réforme, il a mis en place deux principes de base. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est l'État aujourd'hui, au travers de France Compétences et de l'URSSAF, qui collecte. Donc, on n'a qu'un seul collecteur, qui est l'État. Et en fait, on a mis en place des OPCO qui, elles, par branche, n'ont redistribuent, entre guillemets, montent des dossiers de financement et de formation pour les entreprises de plus de 50 et s'occupent en priorité des moins de 50 sur la partie apprentissage et alternant. Donc, effectivement, le législateur, aujourd'hui, il a quand même voulu, entre guillemets, ce qu'on appelle mutualiser les fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est une grosse entreprise et qu'on cotise énormément que quelque part on doit récupérer tout cet argent cotisé. Le législateur a remis un peu un équilibre en mettant effectivement une forme de mutualisation de ces fonds-là, donc au profit effectivement de toutes les petites PME et surtout les entreprises de moins de 50. Voilà, donc ça c'était le principe de base et aujourd'hui, donc du coup ces OPCO travaillent aussi pour ça. Alors, dans la présentation qui a été faite, pour vous cibler un peu sur les exemples cités, donc on a le bâtiment. Donc là, en fait, le bâtiment, c'est ce qu'on appelle, on a 11 OPCO au niveau national. Et les OPCO qui ont été décidés par le législateur ont quelque part rassemblé des branches. Donc le bâtiment, c'est l'OPCO Constructis et a priori courtier, assurance et numérique, c'est le même OPCO, c'est l'OPCO Atlas. Moi, je fais partie de l'OPCO 2I, donc c'est Interindustrie, ça regroupe 44 branches. Donc là, quelque part, le législateur, il s'est dit, à un moment donné, vous allez vous mettre autour d'une table et vous allez parler de vos métiers. Il n'y a pas que la métallurgie. Donc, dans l'interindustrie, par exemple, on n'a pas que la métallurgie. Vous allez avoir la pharmacie, vous allez avoir le pétrole, vous allez avoir la chimie. Voilà. Donc, déjà là, on pose aussi un deuxième postulat, c'est qu'il va y avoir des passerelles, des métiers, des choses communes, des parties communes de formation qui vont pouvoir se déployer et donc du coup pouvoir être beaucoup plus mobile sur des branches qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, des métiers qui mutent, des métiers qu'on ne connaît pas encore, enfin, etc. Donc voilà, le législateur, ça aussi, il a bousculé les choses. Et en fait, 11 OPCO, dans chacune des OPCO, on est quand même, il y a énormément de branches à l'intérieur qui vont fonctionner et qui vont du coup, à un moment donné, être obligés de se parler sur la certification et les qualifications qui vont être mises en place au travers des agréments. Voilà, ça c'était juste pour poser un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une OPCO. Ce n'est plus que le collecteur d'argent, c'est bien autre chose. Et la priorité aussi a été donnée sur, quelque part, une forme de GPEC. Les OPCO, quand même, ont une mission principale de faire une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors sur les territoires et après au niveau national. Mais du coup, dans leur branche, ils vont être obligés de parler passerelle, emploi, formation et développement des compétences. Et c'est quoi sur un bassin d'emploi? C'est quoi les métiers? Quels sont les métiers qui vont muter, etc. Donc, effectivement, les régions vont être obligées aussi de se poser la question d'identifier leur bassin et de voir quels sont les métiers émergents ou quels sont les métiers, entre guillemets, les branches qui sont plus développées que d'autres dans certaines régions. Donc, le slide qui a été présenté sur recruter, accompagner, s'adapter, finalement, ces trois verbes, ils traduisent très bien quelles sont les missions de l'OPCO. Dans chacune de vos OPCO, effectivement, la mission, c'est comment on travaille pour recruter, donc une gestion prévisionnelle, faire une cartographie de ce que c'est que la région, quels sont les métiers qui sont émergents, accompagner les entreprises et les salariés. Donc, accompagner les entreprises, c'est effectivement les OPCO qui vont se mettre au service des entreprises pour expliquer les dispositifs de formation et adapter, effectivement s'adapter, trouver les moyens de formation pour pouvoir être intelligent et effectivement aller se former sur des métiers peut-être qui n'existent pas encore et commencer à voir un petit peu quels sont les embryons de ces formations. Alors ça rejoint effectivement l'AFEST. L'AFEST, donc action de formation en situation de travail.
aura tendance à se développer, je dirais, peut-être beaucoup plus sur des métiers, entre guillemets, manuels, où il y a quand même ces opérations manuelles qui ne sont pas forcément écrites. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et en fait, c'est comment on consigne les bonnes pratiques sur un poste de travail. Bon, ça, c'est très, enfin, c'est très reconnu, entre guillemets, par les métiers de la métallurgie en général, mais je pense que ça rejoint d'autres branches au même titre que la métallurgie. Quand on cite des enjeux, effectivement, les enjeux aujourd'hui de transformation des entreprises en général, c'est effectivement le numérique. Voilà, on le voit tous dans nos différents métiers. La crise Covid n'a fait qu'accentuer ces choses-là. Et les enjeux aussi liés à l'éco-conception. Donc, ça rejoint effectivement les enjeux liés à notre planète. Donc, comment aujourd'hui on conçoit de manière écologique. L'autre sujet que je voulais aussi compléter, c'est le CPF, le compte personnel de formation. C'est un historique aussi que je voudrais rappeler. La CFDT s'est battue pendant longtemps sur la notion de portabilité. Le CPF, il est venu de là. Hein. C'est ce qu'a défendu la CFDT à un moment donné pour dire, ben oui, comment on peut porter, comment on peut quitter son entreprise et à un moment donné avoir la possibilité de continuer à se former avec à un moment donné quelque chose qui me permet de le faire. Donc le CPF a été la première pierre à l'édifice, hein, qui a permis de concrétiser un petit peu cette portabilité. Donc la portabilité après a été accentuée avec l'entretien professionnel, ça aussi. L'entretien professionnel est un moment important où effectivement le salarié et l'entreprise vont pouvoir discuter de comment on voit l'évolution, son évolution, et quels moyens on va pouvoir mettre autour de cette discussion, quels moyens on va pouvoir mettre pour pouvoir se former sur sa propre évolution et sur son envie de changer. Je rappellerai aussi qu'il y a un gros travail dans les OPCO sur les certifications. Car les certifications, aujourd'hui, pour qu'elles soient validées au RNCP, il faut qu'elles soient découpées en blocs de compétences. Et ces blocs-là, aujourd'hui, ils sont en train d'être travaillés pour être des passerelles interfilières. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bloc de compétences dans la métallurgie pour avoir une certification globale sur un certificat de qualification, mais ce bloc pourra être commun sur une autre branche. Donc ça aussi, les OPCO travaillent là-dessus. Donc quelqu'un qui aura qui aura un UV, on va parler UV, sur un bloc de compétences sur une certification, pourra le déployer sur une autre certification d'une autre branche. Il n'aura pas besoin de repasser tout le module. Voilà, donc ça aussi, ça s'articule aussi sur cette forme de portabilité. À un moment donné, je me forme, mais je ne perds pas le bénéfice de ce que j'ai eu en formation. Voilà. Ce que je voudrais aussi compléter pour finir, et pour lancer le débat aussi dans vos réflexions, c'est ne pas oublier qu'à un moment donné, effectivement, le CPF, il se co-construit dans une envie, effectivement, de se former sur des métiers de l'entreprise, mais ne pas oublier que l'intérêt de co-construire, il peut se trouver aussi dans la négociation, et je vous encourage à le faire si vous pouvez, de la négociation à créer des accords, au niveau du CPF pour abonder le CPF. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez votre CPF qui vous appartient, mais rien n'interdit une entreprise, à partir du moment où vous partez sur une formation qui vous concerne et qui fera évoluer l'entreprise dans les métiers qu'elle souhaite, vous pouvez co-construire cette formation avec un abondement sur le CPF. Donc là, quelque part, pour les entreprises de plus de 50, essayer de négocier des accords. De toute façon, on va y venir, parce que la co-construction, à un moment donné, simplement le CPF du salarié ne suffira pas à financer les formations. Donc, il faudra co-construire, donc éventuellement co-alimenter ce CPF. Voilà, ça c'est un petit passage que je fais à chaque fois pour essayer de créer de la réflexion chez nos mandatés, nos salariés élus CFDT. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire pour un petit peu lancer le débat. Mais effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue salarié et générationnel, effectivement, il faut qu'on prenne en main notre formation. Aujourd'hui, on rentre dans une branche, rien ne nous dit qu'on finira notre carrière dans la même branche. Et c'est là que est tout l'enjeu de la formation professionnelle et que le législateur l'a voulu aussi. C'est plus du tout. Le législateur, il a fait comprendre qu'aujourd'hui,
la formation professionnelle, ce n'était plus qu'une question d'argent. Ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est comment on fait la photo, comment on comprend cette photo et comment on articule la formation pour pouvoir après se positionner sur des choses qu'on ne connaît pas encore, comme les métiers émergents voilà, qu'on peut avoir dans différentes filières. Voilà. Merci. Restons sur le CPF, hein, sur la transition professionnelle. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des types d'entreprises qui ont une vision plus dynamique que d'autres sur le CPF, sur la transition professionnelle? Et puis, il y a une autre question autour du conseil et après tout, le conseil le droit au conseil à l'évolution professionnelle, il se fait en dehors du temps de travail. Donc, est-ce qu'il y a des branches, est-ce qu'il y a des entreprises ou des secteurs des accords où le CEP peut se faire sur son temps professionnel? Et puis toujours sur cet accès à l'information ou sur ce point, sur ces compétences, d'un point de vue pratique, on sait que l'entretien professionnel, est-ce que les TPE sont équipés, sont outillés pour les entretiens professionnels? On sait déjà que c'est difficile dans les grandes entreprises. Voilà. Est-ce que vous avez un écho un peu optimiste sur ces droits? Alors, l'optimiste que je suis, je pense la première pierre à l'édifice, c'est oser ouvrir la porte de l'APEC et aller demander un entretien pour commencer à travailler sur son CEP, son conseil d'évolution professionnelle. C'est la première étape, je pense. Quand on est dans une toute petite PME, effectivement, ça va être compliqué de commencer à élaborer cette chose-là au travers d'une discussion, d'un entretien professionnel, si effectivement l'entretien professionnel n'est pas forcément mis en place ou ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. La première étape, c'est ça, c'est malgré tout d'aller voir l'APEC et de demander des rendez-vous pour avoir un conseil d'évolution professionnelle, puisqu'effectivement, l'APEC a le mandat national pour s'occuper de ce sujet-là pour la population cadre dans les entreprises. Donc, il n'y a aucun problème, ils sont super adaptés là-dessus. Je pense que c'est la première étape pour après, je pense, revenir plus facilement dans une PME en ayant abordé toutes les choses avec les conseillers APEC, revenir plus facilement au niveau de son entreprise et effectivement poser le diagnostic que vous en faites. Hein, voilà, il ne faut pas avoir peur de dire bon ben voilà, moi je suis allé voir le CEP, voilà ce que j'aimerais faire, voilà comment je voudrais le mettre en œuvre. Et poser ce diagnostic de manière claire avec son employeur et essayer d'avancer avec quelque chose de co-construit. L'employeur, de toute façon, peut aider au financement d'une formation. Effectivement, si elle est sur le temps de travail et qu'il accepte sur le temps de travail, à partir du moment où elle peut correspondre à une évolution des métiers dans l'entreprise. Je pense que voilà, il ne faut pas s'interdire. Il ne faut pas s'interdire de parler de métiers qui peuvent ne peut-être pas encore exister dans l'entreprise, mais vouloir le construire avec l'employeur. Donc, du coup, c'est là que la confiance s'établit et c'est là qu'à un moment donné, oui, on peut essayer de le co-construire et de le faire sur le temps de travail. Effectivement, ça sera beaucoup plus compliqué hors temps de travail et généralement, hors temps de travail, on est sur des formations, on va dire, plutôt axées sur des métiers autres, qui sont vraiment pour faire un virage à 180, on va dire, de l'entreprise où l'on est. Ceci étant, il y a un autre dispositif qui existe aussi, c'est le CPF le CPF de transition professionnelle. Là, en gros, je vous le fais simple, c'est en fait le dispositif qui existait avant avec le FONGECIF. C'est-à-dire que là, on veut partir sur des formations longues. Donc là, on s'absente, on est en congé, en fait, on est en congé pour se former. Donc, on n'est plus à l'entreprise et on se forme sur une durée assez longue. Et c'est là qu'on passe sur un dispositif qui s'appelle CPF Transition Co. Vous entendrez parler en ce moment des transitions collectives. Et c'est ce dispositif-là qui va pouvoir financer des formations longues et qui vont permettre aux salariés de partir de l'entreprise. Il conservera son salaire, mais il partira de l'entreprise pour se former sur une durée très longue. Donc là, c'est un autre dispositif en parallèle que je conseille aussi. Mais tout ça, tous ces dispositifs-là et tout ce cadre de formation, il se mûrit d'abord au travers d'un entretien CEP, je pense. C'est comme ça que nous, on le conçoit à la CFDT, hein, de toute façon. C'est la première étape pour mûrir sa réflexion et après voir comment
comment on la met en œuvre, comment on la met sur les rails, à la fois au travers de son financement et à la fois au travers de sa cohérence vis-à-vis de l'articulation de l'entreprise dans laquelle on est. Voilà, je pense que j'ai peut-être répondu sans vouloir être trop barbare avec des noms et des sujets, parce que là, on rentre dans du technique pur et dur. Hein. La CFDT, on aime ça aussi, mais voilà, je ne veux pas non plus vous noyer sur ça. L'idée qu'il faut retenir, de toute façon, sur cette réforme de la formation pro, c'est le CEP. C'est la première articulation pour pouvoir comprendre un petit peu ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez évoluer. Tout à fait. Emmanuel, est-ce que... Ouais. Frédéric. Sur le CEP, simplement indiquer une référence, je crois, qui pourra intéresser celles et ceux qui nous écoutent ce soir, puisqu'il y avait un numéro spécial hors série de la revue, de l'excellente revue Éducation permanente, hein, qui est co-édité par l'AFA et le CNAM, qui avait été intégralement consacré aux conseillers en éducation professionnelle. Donc, il y a voilà, une grosse quinzaine de contributions pour vraiment faire le tour sur les enjeux de ce nouvel acteur hein, de la formation. Donc c'était voilà, éducation permanente. Je ne sais pas s'il y aura la possibilité de donner des références plus précises plus tard. C'est un hors-série numéro 11 paru en 2018 et on avait organisé une journée au CNAM en octobre 2018 à l'occasion de la sortie de ce numéro. Et on avait eu la chance d'accueillir Marc Léon aussi, qui est venu réagir, rebondir sur les discussions qui étaient abordées autour du CEP. Donc voilà, petite référence intéressante. Et donc on peut aussi, si on veut se former, pousser les portes de l'APEC, mais il est tout à fait bienvenu, pousser les portes du CNAM. Oui. Un acteur. Qui est aussi un opérateur. Voilà, un acteur incontournable de la formation pro, de la VAE, etc. Donc, un peu d'auto-promo, mais c'est pas qu'une boutade, parce que voilà, ça fait partie des. Non, après, tout à fait, la boutade, moi, je la fais parce qu'effectivement, l'APEC, on la connaît plus, c'est plus dans les gènes CFDT, parce que voilà, c'est un organisme paritaire et voilà, on discute souvent de ça. Mais même un cadre lambda, il n'est pas obligé d'aller à l'APEC pour faire un CEP. Hein. En région, chaque région a fait un appel d'offres public et effectivement, il y a, dans chaque région, il y a des organismes agréés pour faire du CEP, qu'on soit cadre ou qu'on soit non cadre. Hein. Voilà. Donc, il y a, voilà, par préférence, nous, on cible plus l'APEC, mais voilà, d'autres organismes au niveau national ou régionaux sont agréés pour pouvoir faire répondre à ce dispositif-là. Il n'y a aucun souci là-dessus, au contraire. Après, je voulais compléter aussi, ne pas oublier d'autres acteurs hein, à la périphérie, quand on veut comprendre un petit peu, parce que l'idée aussi, c'est de comprendre dans quel environnement on est. Quoi. On est un salarié dans une entreprise, certes, mais l'entreprise, elle évolue dans quoi? Elle évolue dans un bassin d'emploi, elle évolue dans un secteur d'activité, et la région, c'est quoi? Et quels sont voilà, les enjeux de la région? Qu'est-ce que porte la région en termes de métiers? Et quelles vont être les mutations sur cette région. Et tous ces enjeux-là, vous pouvez les comprendre aussi au travers d'observatoires régionaux. Hein. Alors généralement, moi je cite le CARIFOREF. Ce sont voilà, vous pouvez trouver ça dans chaque région. Les CARIFOREF sont là pour vous guider un petit peu sur quels sont les métiers dans votre région, quelles sont les formations initiales qui portent ces métiers-là dans votre région. Voilà. Les formations continues, et puis après, derrière, on fait des petites statistiques sur voilà, c'est quoi le nombre de salariés, c'est quoi l'environnement, c'est quoi l'évolution, voilà. Donc, c'est ça aussi qui mûrit. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'aller lire, d'aller se documenter là-dessus, parce que c'est ça qui fait mûrir aussi la réflexion quand on est sur une envie de changement ou de mutation professionnelle. Ça fait partie des choses que l'on réfléchit. Et effectivement, après, il y a une notion comme l'a très bien dit Emmanuel, après, il y a toutes ces notions périphériques
à la formation, c'est comment enfin, quels sont les moyens de transport, comment je me situe par rapport à à mon entreprise, enfin, ma distance entre mon lieu de résidence et mon lieu de travail. Enfin, il y a tous les enjeux autour de ça aussi qui font que ça vient se greffer autour de cette réflexion qu'on a à un moment donné sur la formation que je veux faire et pourquoi je veux la faire. Voilà. Merci de ces précisions. On a l'impression que les réformes sont plutôt même tournées sur les petites entreprises, hein. Il y a Oui, moins de dispositifs internes. Enfin, à vous entendre, c'est ce que moi, c'est ce que je comprends. Et puis, Frédéric a raison de rappeler qu'il n'y a pas le titre formation dans le rapport, mais qu'on est bien sur le point de départ d'un besoin en compétences ou en développement des compétences ou en reconnaissance des compétences acquises en situation de travail, hein. et pour compléter, cette photo, entre guillemets, du besoin en compétences sur les territoires régionaux enfin, une multibranche donnée, ce sont les OPCO. Le législateur, c'est même ce qu'il a écrit, hein. Les OPCO ont cette première mission, hein. C'est eux qui ont la capacité de mettre en œuvre un observatoire de branche pour diagnostiquer sur chacun des territoires quels sont les métiers, comment ils vont évoluer, quelles sont les pertes, quels sont les gains, etc., dans les années futures. Donc, c'est au travers de ces OPCO qu'on commence à avoir les premiers éléments d'observation et quelque part de mutation, hein. Et du coup, derrière, les enjeux de mise en place de formation avec les passerelles interbranches. Voilà. Donc, Tout à fait. effectivement, historiquement, nous, l'interindustrie, on a toujours été un peu devant parce qu'effectivement, l'industrie, on réfléchit beaucoup et je ne dis pas que les autres ne réfléchissent pas, mais l'industrie est une des branches aussi, et c'est une des rares à le faire encore en région. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, on est très régionaux. En fait, on a beaucoup de duplication de la métallurgie en région. Et on avait d'ailleurs à l'époque des observatoires régionaux que de la métallurgie, quoi. Donc, on a cette capacité à voir aussi en région ce que c'est, alors qu'il y a des branches qui ont été pendant des années organisées d'un point de vue national, et du coup ça devient un peu compliqué, mais les OPCO les ont obligés à reparler de ces sujets-là et de refaire du coup un vrai travail de diagnostic sur les territoires. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des métiers ou des mutations qui ne sont pas du tout les mêmes. Quand on parle chimie en Rhône-Alpes et chimie en Bretagne, c'est pas du tout la même chose, hein. Voilà. Les bassins d'emploi ne sont pas du tout faits et conçus de la même manière, donc les mutations ne seront pas les mêmes. Nous, sur le côté atlantique, on a les énergies marines renouvelables. En PACA, c'est différent. Voilà. Et c'est tous ces sujets-là qui, à un moment donné, les OPCO portent ces sujets-là. Et je vous encourage aussi d'essayer déjà de comprendre aussi dans quel OPCO vous êtes et essayer d'avoir des informations sur ces publications. De toute façon, sur les sites internet des OPCO, il y a déjà les premiers éléments qui sont lisibles, quoi. Très bien. Je vois qu'Emmanuel et Frédéric ont disparu, mais c'est les joies du direct. Fabien, est-ce que tu peux conclure sur sur ce paysage, le rapport conclut sur l'indispensable panachage des nouveaux droits. Tu évoques l'indispensable regard à la fois par territoire et par branche. Oui. C'est au fond un appel aux TPE d'aller voir ce qui se passe du côté des acteurs au-delà de leur périmètre. Elles y ont des points d'appui et les points d'appui aux entreprises sont des points d'appui aux salariés. Oui. Alors après, les mutations aussi, hein, la crise Covid accentue ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ne pas oublier qu'une TPE, à un moment donné, elle vit parce que peut-être au-dessus, elle a un donneur d'ordre. Alors après, voilà, c'est ces mutations aussi qui se retrouvent confrontées à cause de la crise Covid. Des TPE qui essayent aussi de chercher à diversifier leur portefeuille, entre guillemets, pour éviter d'être monoclient. Donc du coup, voilà, on est à la recherche de compétences, on est à la recherche de... Il y a une vraie réflexion autour de ces sujets-là, hein, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, parce qu'effectivement, la crise a accentué la problématique d'être monoclient. Quand on est monoclient dans l'industrie avec l'aéronautique, c'est compliqué. Ça devient très compliqué. Donc voilà. Donc il peut y avoir d'autres branches où ça peut être le même cas. Quand on n'est qu'une société de service pour un seul type de client, et que ce client est en difficulté au niveau national,
ça devient un peu compliqué. Donc voilà. Donc effectivement, il y a les opportunités, elles se réfléchissent sur comment on réorganise aussi la relation donneur d'ordre sous-traitance, parce que ça existe beaucoup quand même. Donc voilà, il y a forcément à un moment donné une réflexion et des enjeux sur le repositionnement, sur ce que font les TPE. Après, le panachage des nouveaux droits, sur cette dernière slide, effectivement, l'enjeu de qualité de la formation, ben, il est là, effectivement. L'État est présent malgré tout. Il est là quand on est sur des certifications qui sont conçues par les branches au travers des OPCO, qui travaillent sur ces sujets-là et qui, pour avoir l'agrément, passent devant un agrément, une commission au niveau du RNCP pour pouvoir effectivement avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces fameux blocs. À partir du moment où on a une formation qui est découpée en blocs et que ce bloc peut être transmissible sur une autre formation dans une autre branche, ben c'est quand même gagné, quoi. C'est encore de la portabilité que l'on a sur quand ben, je cherche à me diversifier, quand mon entreprise est en difficulté, que, voilà, que je risque d'aller voir ailleurs, ou tout simplement aller vers des nouveaux métiers et que quelque part j'ai déjà une partie du socle qui est déjà acquise au travers de ce que j'avais certifié précédemment. Voilà. Et la validation des compétences, ben oui, tout au long d'un parcours professionnel, valider ce que l'on a fait, c'est quand même hyper important pour passer d'une entreprise à une autre. Parce qu'effectivement, on est aussi à la charnière entre deux générations, ou entre guillemets, nos générations, moi je pense être plutôt de celle-là, où on attendait que ce soit quelque part à l'initiative de l'employeur d'aller se former, quoi. C'était pas quelque chose d'inné, quoi. À partir du moment où on arrivait avec un socle de formation et de compétences au départ, quand on sortait du système scolaire, ben, quelque part, après, on vivait sa vie, et puis quelque part, on attendait que l'entreprise vienne à vous pour vous dire, tiens, il serait intéressant de te former à ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Là, la vapeur est renversée. Je pense que ça parle aux jeunes générations aujourd'hui de se dire que ben, voilà, aujourd'hui, on fait ça, mais demain, ça ne m'interdit pas de me former à autre chose. Et aujourd'hui, la CFDT a défendu depuis longtemps ces sujets-là, et on a quand même énormément d'outils, dont le premier qui est le CPF, l'entretien professionnel qui nous permet de refaire du lien avec qu'est-ce qu'on est dans l'entreprise, vers où on veut aller, voilà, et derrière l'articuler avec j'y reviens, avec ce CEP qui lui vous permet à un moment donné de vous poser et de dire voilà, c'est quoi la photo aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, vers où je veux aller et comment je peux le mettre en œuvre. Déjà arriver à cette réflexion-là, c'est déjà un grand pas. Mais malheureusement, j'oserais dire, pour le vivre aussi différemment, cette prise de conscience de se former tout au long de la vie, entre guillemets, le personnel, les personnes que nous sommes, entre guillemets, que nous représentons les cadres, c'est plus facile à appréhender. Par contre, sur du personnel non cadre qui a toujours été dans un mode de fonctionnement monolithique, voilà, c'est beaucoup plus compliqué et je trouve que l'approche est beaucoup plus difficile, surtout sur des mutations que l'on va avoir dans le futur. Donc voilà, prendre en main sa formation sur une certaine partie de la population, ça peut être compliqué, mais c'est à nous aussi de l'expliquer, que ce n'est pas insurmontable et qu'il peut y avoir aussi des formations, les premiers socles de formation, qui peuvent servir aussi à prendre confiance et après bâtir son évolution tout au long de sa carrière professionnelle. Merci Fabien. Le mot de la fin pour Frédéric ou Emmanuel, autour de vous appeler à les petites entreprises qui sont les entreprises les plus apprenantes en fait, hein, et comment faire passer cette dynamique en apprentissage et en reconnaissance de cette dynamique. Oui, alors moi je vais peut-être juste rebondir sur ce que Fabien vient de dire. Nous, une des questions qu'on s'est posées quand même au travers de cette étude, c'est celle de ne pas remplacer un système d'inégalité par un autre système d'inégalité.
c'est vrai que le système d'inégalité qui était pointé, c'était les inégalités d'accès à la formation, petites et grandes entreprises, etc. Hein, donc qui étaient notamment mal perçues. Hein. Enfin, ces inégalités étaient en partie construites par les indicateurs dont on disposait et qui ne prenaient pas en compte tout un ensemble de situations dans les petites entreprises. Après, quand on les prend en compte, ça pose de nouvelles questions. C'est quelles sont les entreprises, et les petites notamment, qui ont la possibilité d'être réellement apprenantes, et qui sont les salariés qui ont les moyens de gagner dans ce nouveau système-là. Et donc, tout l'enjeu, c'est de veiller collectivement à ce que, justement, eh ben, ces nouveaux droits ou ces nouvelles possibilités, ces nouvelles possibilités permis par les assouplissements, etc., eh ben, bénéficie à tous les salariés aux plus fragiles. Parce qu'effectivement, si c'est un système qui renforce ceux qui sont déjà les mieux dotés sur le marché du travail, les plus à l'aise, comme on l'a vu, hein, sur les petits génies de la programmation informatique, ben voilà, il y a des défis qui sont aussi de permettre à toutes celles et ceux pour qui voilà, la formation traditionnelle est difficilement accessible, mais aussi ben, ces nouvelles formes peuvent s'avérer problématiques, et ben voilà, de trouver des solutions spécifiquement pour ces populations-là. Voilà, je ne vais pas développer, mais ça fait partie des pistes sur lesquelles on concluait l'étude. Oui, moi peut-être simplement pour ajouter sur ce souhait de développer de maintenir la qualité de la FEST. C'est vrai que donc j'ai aussi rencontré des personnes qui mettaient en place des AFEST selon le niveau dispositif. Hein. Et un des points importants et ce qu'il soulignait, c'était la rédaction d'une charte pour devenir une entreprise apprenante, donc pour être habilité à FEST, disons, en tant qu'entreprise, qui n'était pas évident de part et qui était un point clé pour que ces entreprises, puisqu'il disait, de toute évidence, certaines entreprises sont dans un état d'esprit pédagogique, d'apprentissage, et d'autres vont plutôt profiter du système pour récupérer un peu, mais ne seront peut-être pas du tout apprenantes. Donc c'est vraiment un point important, effectivement, que vous avez évoqué. Alors, pour compléter, tu peux compléter, mais on va terminer aussi. Oui. Mais le sujet n'est pas clos et vos contacts seront mis dans les mails. Fabien, merci. Non, on t'écoute. Oui. Tu peux conclure. C'est juste pour compléter, effectivement, la FEST, c'est une vraie révolution. Effectivement, il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais de toute façon, les OPCO, là aussi, sont là pour épauler les entreprises et mettre en place la FEST. Il n'y a pas de problème. Au contraire, plus les OPCO sont ouverts tout à fait pour pouvoir aider les entreprises à mettre en place de manière claire ces sujets-là. Un autre sujet aussi que je n'ai pas évoqué, qu'on a peut-être plus tendance à voir dans la métallurgie en général, on a aussi des entreprises qui sont carrément centres de formation. C'est-à-dire vous avez des entreprises qui développent leur propre école. Il y en a une qui est connue chez nous, en bassin Loire-Atlantique, c'est les chantiers de l'Atlantique. Donc eux, ils ont mis en place une école de formation pour les soudeurs. C'est très particulier. Bon, voilà, derrière, on n'est pas sur de la FEST, on est carrément sur une certification. Quoi. Ils obtiennent une certification qualification professionnelle qui aujourd'hui est en cours d'agrément auprès de la RNCP. Voilà, mais elle est découpée en blocs, etc. Donc même là, voilà, on aura des passerelles qui se feront. Voilà, donc ça a été mûri et réfléchi. Mais ça, effectivement, c'est parce qu'à un moment donné, la CFDT a joué son jeu en tant que partenaires sociaux. Et puis, voilà, on s'est mis autour d'une table et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Et c'est ce qu'on appelle aussi répondre aussi à un moment donné sur des métiers en tension. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on entend et qui sont à un moment donné aussi pilotées par les conseils régionaux pour pouvoir voilà, aider et mettre en place tout le système ou de formation initiale ou après derrière du financement pour aider aussi à mettre en œuvre ce genre de choses sur les territoires. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas centralisé sur Paris, quoi. Il faut qu'à un moment donné, voilà, les régions sont aussi autonomes pour aussi parler de ces sujets-là, et je vous encourage à essayer d'essayer d'aller récupérer les informations de droite de gauche qui traitent de ces sujets-là au quotidien. Généralement, sur vos petites revues régionales que vous recevez de votre conseil régional dans votre boîte aux lettres, vous avez toujours un sujet sur la formation professionnelle en général.
Donc, c'est toujours intéressant de lire ces sujets-là. Voilà. Merci de rappeler ce souci de proximité professionnelle et territoriale. Très bien, je vous remercie tous les trois. Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose juste avant sur la feste? Ça va. Alors, on a bien compris que dépasser cette mise en tension entre salariés et employeurs, il y a un nombre d'acteurs professionnels et locaux sur lesquels il faut s'appuyer.